Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver donc sur votre chaîne pour une nouvelle émission. Et j'espère que celle-ci vous apportera la connaissance nécessaire pour votre propre épanouissement. Je vais me retracer un peu, voilà, ça peut aller, c'est pas important. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? C'est très simple. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle un équilibrium? Vrai, bon, je ne parle pas du film Équilibrium. Là, je suis purement et simplement en alchimie, je suis en métaphysique. Et est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle un équilibrium? En fait, il s'agit tout simplement d'un mot qui est fortement en relation avec le thème égyptien du Djed. Djed qui veut dire tout simplement durabilité, stabilité. Et donc le pharaon devait également, de façon périodique, honorer la cérémonie du Djed. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'aspect équilibrium. Parce que un équilibrium, c'est tout simplement ce quelque chose. Ça peut être un objet, par exemple. Ça peut même être un être, tout dépend. Donc, c'est ce quelque chose ou cet objet en général dont la fonction primaire ou primordiale ou fondamentale est de tout simplement stabiliser les forces opposées et de devenir en même temps un portail ou une porte, un passage, voilà, un passage entre des dimensions, entre généralement, basiquement, deux dimensions, si nous devons utiliser une filiation jumellaire. Donc, il s'agit tout simplement de comprendre qu'un équilibrium, à l'instar du Djed, je ne veux pas l'associer tout de suite au Djed, je veux d'abord expliquer dans le concept d'équilibrium la dimension de ce que vous appelez souvent la pose de la première pierre. C'est ce qui m'intéresse. Le concept est très vaste et sa symbolique encore plus complexe, mais je voudrais juste attirer votre attention sur un petit aspect de ce dont nous sommes en train de parler. Donc, un équilibrium, c'est cela. Il permet de stabiliser, d'équilibrer les forces démons et les forces divines. Là, maintenant, on le sait, et de constituer en même temps un passage entre dimensions, généralement, basiquement, entre deux dimensions. Et ces deux dimensions, c'est justement la dimension des deux forces contraires primordiales. Et donc, l'équilibrium, c'est cela. Alors, au commencement, les anciens qui avaient compris le concept même de géométrie sacrée adapté aux constructions ou à la construction d'une demeure, parce qu'aujourd'hui, les gens construisent n'importe comment sans répondre forcément à une géométrie, alors que toutes les formes, même les formes des insectes, des animaux ou de toute espèce, toutes les formes que nous utilisons proviennent d'une géométrie universelle ou d'une géométrie spécifique ou d'une géométrie appartenant à un système bien défini. Et donc, quelles que soient les formes que vous allez prendre, que ce soit la forme de l'apex humain ou la forme de l'animal ou la forme de... Tout correspond à une géométrie sacrée, à une forme bien définie. Une forme dont, disons, la fonction est de capter ou de capturer ou de recevoir et de transmettre en même temps des énergies divines. Donc, toute forme géométrique constituant donc une géométrie sacrée a pour fonction de jouer le rôle de passage. Pas forcément d'équilibrium, mais souvent le rôle de passage, puisque une chose peut jouer un rôle de passage sans pour autant apporter la stabilité ou l'équilibre dont nous souhaitons. Et donc,
L'équilibrium joue les deux fonctions, à savoir apporter un équilibre et en même temps constituer un passage. Vous pouvez avoir une figure géométrique que vous dessinez qui devient tout simplement un portail. De toute façon, toute forme géométrique considérée sacrée parce que répondant à la configuration des lois universelles, eh bien, cette forme géométrique-là est automatiquement ce qu'on appelle un passage, un pont entre des dimensions. Exemple, la pyramide est un passage, c'est un pont entre des dimensions, notamment entre généralement deux dimensions. Et si cela peut être entre deux dimensions, cela peut être entre plusieurs dimensions. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ne construisent plus leur maison en suivant une géométrie sacrée. Et on en reviendra en parlant de la géométrie sacrée de la construction des habitations, ce qui va revenir parce qu'à l'ère du Verseau, les gens vont comprendre que les énergies doivent être distribuées en tenant compte d'une forme adaptée à chaque milieu, en tenant compte d'une forme géométrique adaptée à des races ou à des espèces, ou à des cultures, ou à des traditions, ou à des individus donnés. Et qu'à l'intérieur d'une maison, les pièces d'une maison doivent correspondre séparément à des géométries bien définies. C'est ce qui va créer ce qu'on appelle la stabilité, le djed. C'est ce qui va créer l'harmonie au sein donc d'une maison. Ce qui va créer en quelque sorte la math. Et ces maisons-là, on les appelle ou on les appellera des maisons positives ou des maisons tout simplement répondant à la configuration de la géométrie sacrée ou des géométries sacrées. Alors, lorsque les anciens, entre-temps, voulaient construire des maisons ou construire donc un bâtiment ou quelque chose qui pourrait être utilisé par des êtres humains, ils passaient systématiquement à ce que vous appelez aujourd'hui la pose de la première pierre. Bon, beaucoup de personnes ne se posent pas la question de savoir, mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que certains dirigeants honorent la cérémonie de la pose de la première pierre? C'est important de le savoir parce que la pose de la première pierre n'est pas simplement une pose de première pierre liée à un bâtiment ou à la construction d'un bâtiment ou d'un lieu public, mais il s'agit d'abord de la maison, de chez vous. Là où vous vivez, vous devez faire la pose de la première pierre. C'est très important. Parce que si vous ne faites pas la pose de la première pierre, vous démontrez ainsi totalement votre ignorance des lois universelles qui gouvernent notre monde. Parce que les lois imposent que lorsque vous voulez construire quelque chose, vous fassiez forcément la pose de la première pierre. Cette pierre-là, c'est ce que les alchimistes appellent équilibrium ou tout simplement la pierre angulaire. Voilà, la pierre angulaire, c'est cette pierre ou ce quelque chose qui est l'énergie fondamentale d'un bâtiment, constituant en même temps à la fois son équilibre et son passage entre les dimensions. Et donc, si vous ne faites pas la pose de la première pierre, eh bien, vous avez construit juste une maison, d'accord, une maison ordinaire, mais vous n'avez pas construit une maison équilibrée et vous n'avez pas créé un passage entre les dimensions du monde invisible et du monde visible. Parce qu'une maison est forcément un passage entre les dimensions du monde visible et les dimensions du monde invisible. Autrement, vous n'allez pas bénéficier des faveurs des puissances positives. Vous risquez donc de ne bénéficier, est-ce que c'est même un bénéfice, de ne avoir que les forces désastreuses, parce qu'en ce moment, vous allez créer, disons, vous allez répéter un cycle de forces redondantes, et même si au départ c'était des forces apparemment positives, par le fait qu'il n'y a pas de renouvellement des puissances à travers le passage qu'est l'équilibrium, il va donc se poser un problème de stagnation d'énergie au sein de la maison, et la maison qui était peut-être au démarrage positive va devenir naturellement une maison totalement néfaste. Il y a ainsi sur notre planète des lieux néfastes, des lieux qui nécessitent forcément la pose de la première pierre. Parce que cette cérémonie de la pose de la première pierre est une symbolique, d'accord? Est une symbolique qui vient expliquer tout simplement un certain nombre de choses. La première chose, c'est que la chose qu'on veut construire, à travers la pose de la première pierre, la chose est déjà construite.
C'est-à-dire que la première pierre, qui est donc la pierre angulaire, qui est l'équilibrium, est déjà disons, le spiritus, d'accord, de cette habitation-là, la conscience-esprit de l'habitation. Et donc, on estime que eh bien, la maison ou le bâtiment est déjà construit. C'est construit parce que la pierre a été posée. Mais ce n'est pas n'importe quelle pierre. C'est ce qui rend la chose extrêmement intéressante. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. Il ne s'agit pas de prendre n'importe quelle pierre et de la poser. Il faut d'abord prendre une pierre et généralement, je dis bien généralement, il faut la tailler. Il faut tailler la pierre et lui donner une forme géométrique bien précise. Et donc, lorsqu'on a cette forme géométrique bien précise, adaptée, n'est-ce pas, à ce que l'on veut créer, parce que toute géométrie ne crée pas tout. Par exemple, je veux construire un bâtiment sanitaire, je dois pouvoir l'adapter à une géométrie dont la configuration véhicule les énergies dans ce sens-là. Mais si je veux construire un terrain de football ou un terrain je sais pas, des arts martiaux par exemple, ou un terrain de jeu, eh bien, je dois veiller à ce que la configuration de la pierre angulaire ou de l'équilibrium soit constitutive donc de ce que j'aimerais créer. Donc, la figure que je voudrais, le lieu que je voudrais créer possède en lui-même, disons, une figure qui lui est adaptée. Par exemple, si je dois construire une assemblée nationale, qui est donc un lieu, disons, de réflexion, d'analyse, de pensée, de remise en cause et de, bon, je vais le dire comme ça, de la démocratie du peuple, il faudrait forcément que la pose de la première pierre soit adaptée à une géométrie qui intègre un tel système de pensée ou une telle énergie ou une telle vibration. Et donc, cette pierre-là, ou cette chose, cet équilibrium-là, qui est à la fois, je le dis, un élément de stabilité ou d'équilibre et en même temps un passage entre des dimensions, cette pierre va être fabriquée. En fait, quand je dis fabriquer, c'est vrai que c'est déjà à la base, si on part du concept de la pierre, hein, bien sûr, parce que ça peut ne pas être une pierre, ça peut être un objet, ça peut être du cristal, ça peut être toute autre chose, ça peut être des verres, ça peut être un ensemble de choses qu'on peut fabriquer même soi-même. Mais on part d'abord du concept basique que c'est une pierre, d'accord? C'est la pierre, en parlant de pierre. Et la symbolique de la pierre, c'est que la pierre traduit déjà par le mot pierre ou le concept même de la pierre, traduit déjà la durabilité parce que la pierre est ce qui est plus durable. D'accord? Notre planète Terre, c'est de la pierre, on peut le dire comme ça. Les montagnes sont plus durables, donc on peut partir de ce concept-là, dans sa symbolique même, et dire, bon, c'est une pierre, mais pas n'importe quelle pierre, parce que c'est une pierre spéciale qui est taillée spécialement, compte tenu de ce que l'on veut atteindre. Et maintenant, cette pierre sera préparée. Et donc, cette pierre va être préparée en suivant donc le rituel du djed. Vous savez que le djed est constitutif d'abord des forces primordiales de la nature. Ces forces-là, vous les connaissez, à savoir le feu, l'air, l'eau et la terre. Ce sont les forces primordiales. Ces forces possèdent une nature matérielle, mais également une nature immatérielle. Et donc, le djed se positionne entre deux dimensions, entre ce qui est immatériel et ce qui est matériel. On parlera donc du djed une autre fois, mais comme je suis en train de vous expliquer un rituel lié au djed, mais qui intègre cela dans le fait de construire une habitation ou un lieu donné, je suis en train de vous expliquer que cette pierre-là, on parle du concept de pierre, cette pierre est préparée mystiquement. Cette pierre est préparée alchimiquement. C'est une pierre ou un objet au sein duquel les éléments ou les quatre forces doivent être équilibrés. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Quand je donnais l'exemple du djed en tant que principe de stabilité, de durabilité, en tant qu'esprit ou en tant que divinité, parce que le djed est une divinité. D'accord? Il faut le comprendre comme ça. Le djed est une divinité. Voilà. Alors, lorsque je prends l'équilibrium, qui est la pierre angulaire que je dois poser avant de construire une maison, je dois veiller à ce que cette pierre-là soit non seulement la synthèse même de la maison, l'idéation spirituelle de la maison que je veux construire, mais que cette pierre soit constituée des quatre forces. Des quatre forces dans un champ bien équilibré, bien ordonné.
Donc, c'est une pierre qu'on fabrique. Ce n'est pas n'importe quelle pierre qu'on dit allez me chercher une pierre au bord du lac, allez chercher une pierre quelque part. Non, la pierre doit faire l'objet d'un rituel. La pierre doit faire l'objet d'un sacrifice. La pierre doit faire l'objet d'une offrande. Vous voyez, c'est très important. Et je vous renvoie à cette cérémonie de l'offrande primordiale qui est liée au mot Otep, puisque le fondement de la première pierre, c'est Otep. C'est d'apporter la stabilité, la paix au sein d'un foyer, au sein d'une maison, au sein d'un système de construction ou au sein simplement d'une construction publique ou privée. D'accord? Vous ne pouvez pas construire une maison sans poser la première pierre. Dans l'Afrique, ou en Afrique, généralement, nous qui sommes en Afrique, nous qui avons connu un peu quand même le village, les parents disaient toujours, lorsque vous avez une parcelle, faites l'effort d'y construire avant tout, premièrement, un puits. Parce que le puits, justement, est un symbole très puissant de passage entre le monde de la surface, je vais le dire dans un langage plus basique, hein, entre le monde de la surface et le monde souterrain. Parce qu'en réalité, il y a un monde souterrain. Un monde souterrain fait d'électricité et de magnétisme ou fait d'énergie tellurique. D'accord? Fait d'énergie tellurique et le monde au-dessus qui bénéficie de ce qui émane du monde souterrain. Et le puits est donc un élément de passage, mais en même temps un élément de transmutation. C'est un port, un portail et en même temps un élément de transmutation, de conversion de l'énergie souterraine en une énergie adaptée ou adaptable à l'espèce humaine. Car si les énergies ne se transmutent pas, eh bien on ne peut pas les avoir dans le monde physique. C'est le même rôle que joue l'arbre. L'arbre joue le rôle de pouvoir saisir les forces souterraines et de les transmuter en quelque chose comme un fruit par exemple que nous pouvons consommer, dont les énergies souterraines sont transmutées, sont alchimisées pour le bien-être de ceux qui sont à la surface. Et c'est ainsi que la relation trine est liée entre le souterrain, le monde de la surface et le monde céleste. Parce que c'est cette évolution-là qui est souhaitée. Alors, lorsque les gens construisent des maisons de façon aléatoire, d'abord, on construit des maisons, on a des soi-disant architectes. Excusez-moi le mot, si vous êtes architecte, ce n'est pas une insulte, c'est juste une façon de parler. On parle de architecte. Maintenant, d'où vient le mot architecte? D'où vient le mot architecte là, ça vient d'où? Quand on dit de vous que vous êtes un architecte, vous voyez, vous lisez par exemple le Nouveau Testament, il est écrit que, Joseph, je crois, Joseph, le père de Jésus, serait donc un menuisier. Bon, on va le dire de façon autrement. Je vais utiliser un mot assez curieux. On va le dire de façon plus maçonnique. D'accord? Donc, il est en fait pas un menuisier dans le sens, mais il est un architecte. C'est-à-dire, il est un bâtisseur. Et un bâtisseur dans la configuration métaphysique, c'est d'abord quelqu'un qui maîtrise la géométrie sacrée. Parce que c'est quelqu'un qui se sert de la mesure universelle. Et la mesure universelle, c'est arché. L'arché, je le dis bien, c'est l'œil d'Horus. Il se sert de l'œil d'Horus, car l'œil d'Horus est le principe universel de la mesurabilité à partir de la non-mesurabilité. Et donc, quand l'individu va prendre l'œil d'Horus, cela lui permet de créer des fractions, de créer des nombres, de créer du calcul, d'égaliser les forces, de mesurer. Il devient un porteur de l'œil d'Horus. Il devient celui qui utilise l'œil d'Horus pour créer. C'est un architecte, c'est un bâtisseur. Donc, c'est un connaisseur en termes de géométrie. L'Égypte antique a produit les architectes. Les grands basiliques, les grands monuments qui ont été construits, même en Occident, ont été par le fait de personnes qui se faisaient appeler des architectes, c'est-à-dire des personnes qui avaient la connaissance de la géométrie sacrée. Alors, comment se fait-il alors que notre planète Terre possède une géométrie qui lui est adaptée et que les espèces et les choses qui y vivent possèdent une géométrie ou des géométries adaptées à leur nature et à leur configuration, mais que l'espèce humaine, l'homme qui se dit être le plus intelligent, est incapable de construire des maisons qui répondent à la géométrie sacrée. Parce que, justement, au lieu de faire les choses
en prenant la symbolique de la nature, il fait les choses en suivant ses instincts basiques. Vous allez voir des personnes construire des maisons, des fois apparemment extraordinaires, mais énergétiquement pauvres. Parce qu'ils n'ont que des architectes que moi je vais appeler des malandrins, c'est-à-dire des individus qui ne sont pas ce qu'ils disent être, parce qu'ils n'ont pas la connaissance précise de la géométrie sacrée. Et quand vous ne connaissez pas la géométrie sacrée, vous n'êtes pas un architecte. Vous êtes juste un poseur de pierre, mais vous n'êtes pas un architecte. Un architecte doit forcément connaître la géométrie sacrée. Il connaît la divine proportion. Il sait que les choses sont en correspondance. Il maîtrise les 7 lois hermétiques. Il sait que les choses sont en correspondance, les choses sont en analogie, les choses répondent à des fréquences. Et c'est suivant la loi des vibrations qu'il met les choses en création. Et dans une maison, lorsqu'on y entre, on doit trouver les 7 lois hermétiques combinées. On doit les trouver. On doit trouver que les chambres sont positionnées suivant une géométrie bien définie. Et que la chambre à coucher, sa mesure, est différente de la mesure de ce que je pourrais appeler la salle à manger. Ou même la forme de la chambre, la forme du salon doit être complètement différente de la forme de la chambre à coucher, totalement. Et les mesures ne peuvent même pas être les mêmes. Parce que l'on comprend que les choses, selon l'utilisation que l'on veut en faire, doivent posséder leur géométrie propre. C'est ce que j'appelle la loi de résonance, puisque la géométrie émane de la vibration propre de la chose. Quand vous regardez aujourd'hui l'homme tel que nous sommes, quand vous me regardez et quand je vous regarde, certainement vous allez voir que toutes les parties de notre corps ne sont pas les mêmes. Voilà, on aurait tous pu être l'éponge, en se référence donc à ce dessin animé, à Bob l'éponge, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais on pouvait juste être un carton. Et toutes les parties de notre corps sont carton, et c'est le carton qui se déplace. Mais pourquoi il y a des parties comme la tête qui sont rondes, le tronc qui paraît rectangulaire, et nous avons des parties de nous qui ont des formes triangulaires? Pourquoi? Parce que, justement, les parties du corps jouant des rôles vibratoirement différents doivent être constituées géométriquement différemment. Donc la tête jouant un rôle bien précis a une forme ovale et ne peut avoir que cette forme ovale. Vous voyez, c'est ça l'élément le plus important. Et que la partie que nous appelons le tronc n'a cette forme que parce que, justement, jouant un rôle qui lui est adapté. Donc c'est la vibration qui crée la forme. Et la forme, justement, qui préexiste justement dans la vibration, la forme permet de traduire la vibration. La forme devient, je vais le dire comme ça, l'expression, d'accord, à travers la symbolique, l'expression de la vibration. Donc chaque forme émane une vibration particulière. On dira alors que cette forme-là possède sa propre résonance. Et cette résonance nous permet de comprendre que la forme qui lui est adaptée ne peut être autre que cette forme-là. Parce que c'est ce qui fait sa nature. La connaissance précise de cette fonction-là permet de comprendre, selon moi, qu'une maison ne peut pas avoir, dans une maison, on ne peut pas avoir toutes les chambres de façon rectangulaire. Ce n'est pas normal, par exemple. On ne peut pas non plus construire une maison sans avoir préparé la pierre. Et donc, dans la deuxième phase, comme je le disais tantôt, la pierre doit être mystiquement préparée. Parce que c'est cette pierre angulaire-là, cette pierre alchimique qui est préparée, qui sera premièrement enterrée dans la maison. D'accord? Ou qui sera même posée dans la maison, généralement dans un lieu secret, pour devenir un peu comme le sanctuaire de la maison. C'est cette pierre qui a été préparée spécialement pour cette maison et uniquement cette maison-là. C'est cette pierre-là qui constitue le vecteur de protection même de toute la maison et de la maisonnée. Mais l'autre rôle, pour finir, que la pierre va jouer, c'est que la pierre va devenir l'élément stabilisateur des énergies telluriques dans un certain milieu.
Des fois, quand vous vivez dans un milieu donné, par exemple dans une maison que vous avez nouvellement intégrée, il arrive que des problèmes surviennent sans coup férir. C'est-à-dire, à tout moment, vous avez des problèmes, alors qu'avant, ces choses n'étaient pas là. On a comme l'impression que le nouveau local que vous avez intégré semble posséder une forme de maléfice. Ou bien, ça arrive à beaucoup de personnes d'ailleurs. On pense même que des fois, le fait de réussir dans la vie ne dépend pas seulement de ce que vous pouvez fournir vous-même en termes de responsabilité, de force, en termes de compétences, en termes d'activité. Mais cela dépend également de la matrice, c'est-à-dire le lieu de votre résidence, le lieu où votre âme se repose, le lieu où votre corps se repose, le lieu où vos énergies se renouvellent. Et c'est votre maison. Parce que dans votre maison, votre âme s'y repose. C'est à la fois votre lieu de naissance et de renaissance, mais c'est également votre lieu de décès, votre lieu de mort permanente. Parce que la maison est le lieu où vous mourrez tout le temps. Chaque nuit, vous mourrez dans votre maison et chaque jour, vous vous ressuscitez dans votre maison. Donc, la maison est une matrice. Et une matrice comme une maison, on ne peut pas la construire n'importe comment. C'est malsain. Parce que si votre âme ne se retrouve pas en paix dans une maison ou ne s'énergétise pas parce que le milieu n'a pas été géométriquement configuré, eh bien, la maison dans laquelle vous vivez va dégager des fréquences négatives à long terme et dans le long terme, vous allez avoir des maladies mystiques. Vous allez dire que c'est le sorcier qui m'envoûte, c'est telle personne, mais n'ayant plus le fil ou l'historique de ce qui vous arrive, vous avez oublié certainement que c'est depuis que vous avez intégré ce lieu que les choses ont commencé à aller mal. Parce que les énergies de ce milieu n'ont pas été ordonnées. Mais pour que les énergies de ce milieu soient ordonnées et correspondent à un djed ou à l'équilibre, eh bien, il faut qu'on pose forcément la première pierre ou la pierre angulaire. Parce que c'est cette pierre qui va devenir le sanctuaire des forces de la nature pour stabiliser les forces conflictuelles ou les forces contraires, les stabiliser et constituer en même temps un lieu de transformation, un lieu de passage entre le visible et l'invisible. Parce qu'une maison, c'est quelque chose de sacré, c'est une matrice, c'est l'utérus, c'est un lieu je vais dire comme ça, de mort et de résurrection à tous les niveaux. C'est le lieu où vos énergies s'ancrent tous les jours. Donc ce n'est pas un lieu qui doit être, comment je vais le dire, qui doit être utilisé n'importe comment, qui doit être bafoué. Vous voyez, ce n'est pas un lieu dans lequel il faut venir enterrer, chacun vient enterrer son fétiche parce qu'il veut tuer son prochain, mais c'est gravissime. Donc il faut vraiment faire attention. Il arrive même que des fois, les parents vous surprennent. Le père, avant de mourir, il dit, mais cette maison-là, ne la vendez jamais. Il le dit parce que justement, il a posé une pierre, il a posé une pierre mystique qui fait que tant que cette pierre-là n'a pas été retrouvée d'une manière ou d'une autre, spirituellement, physiquement, je veux le dire, tant que cela n'a pas été retrouvé et qu'une autre cérémonie n'a pas été faite, ou bien une autre pierre n'a pas été posée sur l'ancienne pierre pour rétablir un nouvel équilibre, eh bien, les gens qui vont même essayer de vendre cette maison vont avoir d'énormes problèmes, ou même après avoir vendu cette maison, eh bien, vont en souffrir gravement par des maladies qui surviennent on ne sait où, on ne sait d'où. Donc, il est important de comprendre que la cérémonie de la pose de la première pierre est une cérémonie initiatique. C'est ce que j'appellerais l'initiation pour la construction de votre maison ou du lieu concerné. Et retenez que chaque pierre est spécifique. Et cette pierre est taillée. Et cette pierre suit une géométrie bien donnée. Et cette pierre est préparée mystiquement avec des ingrédients. Et que cette pierre possède ce que je pourrais appeler l'équilibre des forces, des 4 éléments, des 4 entités, dans leur sens physique et dans leur sens invisible. Et que cette pierre-là est un portail pour être implémentée à un lieu spécifique afin d'apporter l'équilibre, l'harmonie dans ce lieu. Et que si jamais cette pierre était enlevée, si quelqu'un veut vous nuire ou si quelqu'un veut se nuire à lui-même, il suffit simplement d'aller prendre cette pierre. Et bien, une fois que cette pierre est prise et qu'une autre cérémonie est faite là-dessus,
On n'a même pas besoin d'aller toucher la maison, mais la maison va commencer à tomber en miettes. Les choses vont commencer à pourrir dans la maison. Et les gens qui y vivent, ils vivent bien dans une maison bien peinturée, bien clôturée, bien agréée extérieurement, mais l'énergie éthérique et l'énergie astrale de la maison seront tellement polluées par des entités que ça va devenir une maison pratiquement hantée. Donc faites attention, posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que j'ai construit ma maison en suivant une géométrie donnée? Est-ce que avant de construire ma maison, j'ai posé la première pierre, la pierre angulaire? Est-ce que cette pierre a été préparée? Est-ce que cette pierre a été taillée selon une géométrie bien définie? Est-ce que cette pierre a subi une initiation appropriée selon ce que j'ai voulu construire? Est-ce que cette pierre a été analogiquement intégrée au principe de « je suis en toi et tu es en moi »? Est-ce que cette pierre a subi alchiquement, disons, les éléments de compatibilité entre l'intérieur et l'extérieur? Autant de questions qu'il faut se poser et autant de remises en cause à faire lorsque prochainement vous êtes appelé à construire à nouveau votre maison. Vous êtes appelé à réfléchir ou à aider. Et si vous êtes architecte, c'est l'occasion de vous remettre en cause en vous posant la bonne question. En quoi suis-je véritablement un architecte? Lorsque quelqu'un m'invite à construire sa maison, est-ce que je lui dis d'abord qu'il est nécessaire de faire la pose de la première pierre, d'une pierre géométriquement configurée, répondant à un système de fonctionnement spirituel pour générer des forces tout simplement symétriques afin d'harmoniser un milieu bien défini? Donc c'est autant de réflexions. C'est vrai qu'une seule vidéo, moi je vous le dis pour lancer l'alerte, parce que dans nos pays africains, on construit n'importe comment. Alors que quand on va dans les pays dits développés, les mêmes personnes qui, soi-disant, auraient volé nos sciences ou ont même volé nos sciences, semblent les utiliser mieux que nous. Lorsqu'on me parle du bureau ovale du président des États-Unis, lorsqu'on me parle, par exemple, du Pentagone, vous voyez, lorsqu'on utilise un certain nombre de terminologies qui conviennent à des formes de géométrie selon ce que l'on veut faire dans les milieux et que ça existe à l'extérieur, pendant que nous qui sommes 3 fois mères, mères de civilisation, de connaissances et de sciences, nous ne nous appuyons même pas sur nos propres réalités pour pouvoir construire des maisons habitables spirituellement et physiquement, des maisons feng shui, comme je vais les appeler ainsi. Il y a plusieurs dénominations. Je trouve que c'est quand même triste. Et que quand des personnes se disent même milliardaires et possèdent même beaucoup d'argent, ces personnes qui devaient donner l'exemple et la référence pour montrer qu'on peut construire des maisons qui correspondent à une géométrie sacrée, ils sont la plupart du temps les gens qui construisent du n'importe quoi. Parce que justement, c'est à leur image. De toute façon, l'alerte est lancée. C'est à chacun d'en faire ce qu'il veut. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois. Bisous.